À première vue, rien ne permettait d'imaginer qu'un événement consacré au développement rural puisse devenir le théâtre d'une crise susceptible de provoquer des secousses jusque dans les couloirs les plus protégés de la monarchie britannique. Pourtant, selon le récit présenté dans le document source, c'est précisément au Royal Horticultural Hall qu'aurait éclaté une confrontation aussi brutale qu'inattendue entre la princesse Anne et Laura Lopes, fille de la reine Camilla. Une scène courte, à peine quelques minutes, mais dont les conséquences auraient rapidement dépassé le cadre d'un simple incident familial. Ce jour-là, la princesse Anne participait à un engagement officiel organisé selon le protocole habituel. Depuis plusieurs décennies, la princesse royale s'est forgé l'image d'une femme disciplinée, peu sensible aux effets de mode et profondément attachée aux règles de fonctionnement de la couronne. Son emploi du temps était réglé avec précision, les invités soigneusement sélectionnés et les déplacements contrôlés par les équipes de sécurité. Tout semblait donc parfaitement préparé. Anne avançait lentement parmi les représentants d'associations et les responsables locaux, observant les stands consacrés à l'agriculture et au développement des territoires ruraux. Rien, dans l'atmosphère de la salle, ne laissait penser qu'une confrontation allait éclater. Puis Laura Lopes serait apparue. Selon le récit, elle aurait pénétré dans le bâtiment par une entrée latérale dont l'accès était normalement réservé aux personnes dûment accréditées. Un détail immédiatement troublant. Son nom ne figurait pas, à l'origine, sur la liste principale des invités. Elle ne devait donc théoriquement pas se trouver à proximité immédiate de la princesse royale. Pourtant, Laura aurait traversé la foule avec une détermination visible, avant de s'arrêter à quelques mètres seulement d'Anne. Pendant un bref instant, personne n'aurait réellement compris ce qui se passait. Puis Laura se serait avancée et aurait directement interpellé la princesse. Elle n'aurait ni attendu une présentation officielle, ni respecté les usages qui entourent normalement une rencontre avec un membre senior de la famille royale. Elle aurait immédiatement évoqué les changements récents concernant la gestion et le financement de certains domaines liés à la couronne, accusant Anne d'avoir participé à des décisions visant directement les intérêts de sa famille. Le ton aurait rapidement dépassé celui d'une simple demande d'explication. Laura aurait affirmé que les réformes engagées constituaient une attaque personnelle contre les proches de Camilla, et qu'Anne participait activement à une stratégie destinée à réduire leur influence. Elle aurait également évoqué des réunions discrètes entre la princesse royale et le prince William, suggérant qu'un plan plus vaste était en cours pour revoir certains avantages accordés à l'entourage de la reine. Dans une monarchie où les tensions internes sont généralement confinées aux espaces privés, cette intervention aurait représenté une rupture spectaculaire. Le problème n'était pas uniquement le contenu des accusations, c'était surtout le lieu. Autour des deux femmes se trouvaient des responsables locaux, des invités, des journalistes et plusieurs photographes. Tout ce qui était prononcé pouvait être immédiatement transformé en titre de presse, en photographie ou en séquence virale. Une dispute familiale devenait ainsi, en quelques secondes, un problème institutionnel. La réaction attribuée à la princesse Anne est probablement l'un des éléments les plus significatifs de toute cette séquence. Elle ne se serait pas retournée immédiatement. Elle aurait ajusté calmement ses gants, serait restée immobile pendant quelques secondes, puis aurait finalement fait face à Laura. Aucune colère apparente, aucun échange violent,
aucun effort pour répondre directement aux accusations. Anne aurait simplement demandé si les responsables de la sécurité avaient correctement vérifié la liste des invités pour la session de l'après-midi. Cette réponse, presque administrative, pouvait sembler anodine. Elle était pourtant redoutablement efficace. En refusant de discuter du fond des accusations, Anne changeait complètement le rapport de force. La question ne concernait plus les supposées injustices dénoncées par Laura, mais sa présence même dans cette salle. Autrement dit, Anne ne répondait pas à Laura comme à une adversaire politique. Elle la traitait comme une personne qui n'aurait peut-être jamais dû franchir le dispositif de sécurité. Cette attitude aurait provoqué une nouvelle montée de tension. Laura, désormais visiblement en colère, se serait rapprochée et aurait accusé la princesse de se cacher derrière un protocole dépassé. Elle aurait ensuite formulé une accusation encore plus grave. Anne serait à l'origine d'un audit financier destiné à mettre en difficulté la famille de Camilla. Elle aurait également affirmé que plusieurs personnes au palais connaissaient l'existence de réunions confidentielles avec William. À cet instant, les journalistes présents auraient commencé à prendre frénétiquement des notes. Mais un autre détail attire particulièrement l'attention dans la construction du récit. Un photographe indépendant aurait déjà braqué son téléobjectif sur les deux femmes avant même que l'affrontement n'atteigne son point culminant. Cette présence alimente une hypothèse beaucoup plus inquiétante. La confrontation aurait-elle été préparée? À elle seule, la présence d'un photographe ne démontre évidemment rien. Dans un événement royal, les professionnels de l'image sont nombreux. Mais lorsque cet élément est associé à une invitation ajoutée au dernier moment et à la présence de plusieurs journalistes décrits comme proches de l'entourage de Camilla, le récit suggère qu'il pourrait s'agir d'une opération destinée à provoquer une réaction publique de la princesse Anne. Le but aurait alors été évident, pousser Anne à perdre son calme devant les caméras. Si elle avait crié, insulté Laura ou exigé brutalement son expulsion, les images auraient ne pu être utilisées pour présenter la princesse comme froide, autoritaire ou hostile à la famille de Camilla. Mais Anne ne serait pas tombée dans ce piège. Elle aurait laissé Laura parler. Cette maîtrise de soi est essentielle pour comprendre le personnage tel qu'il est présenté dans le document. Anne aurait passé plus de 50 ans à évoluer dans un environnement où chaque expression peut devenir une information et où chaque geste peut être interprété politiquement. Elle savait donc que répondre sous le coup de l'émotion aurait été exactement ce que ses adversaires espéraient. Au lieu de cela, elle aurait attendu suffisamment longtemps pour comprendre ce qui se jouait avant de faire signe à son officier de protection. Laura aurait alors été invitée à quitter l'espace principal et à rejoindre le hall. L'incident n'aurait duré que quelques minutes, mais il était déjà trop tard. Les images existaient. Les témoins étaient nombreux. Et surtout, le palais devait désormais expliquer comment une personne supposément absente de la liste officielle avait réussi à pénétrer dans un espace protégé. Les équipes de sécurité auraient immédiatement lancé une vérification des registres électroniques. Selon le récit, elles auraient découvert qu'une invitation VIP avait été ajoutée manuellement par un directeur régional ayant des liens indirects avec la famille de Camilla. Ce responsable aurait accepté, à la dernière minute, de faire inscrire le nom de Laura sur une liste normalement très contrôlée. Si cette version était exacte, le problème changeait complètement de nature. Il ne s'agissait plus d'un incident provoqué par une invitée imprévisible. Il s'agissait désormais d'une faille interne. Quelqu'un avait contourné une procédure. Quelqu'un avait accordé un accès
qui n'aurait probablement jamais dû être accordée. Et derrière cette autorisation se posait une question encore plus dangereuse. Agissait-il seul ou sous pression? Le responsable régional aurait été suspendu quelques heures plus tard, tandis que les équipes du palais tentaient de reconstruire le parcours exact ayant permis à Laura d'accéder à la manifestation. Pendant ce temps, la princesse Anne quittait les lieux. Selon le récit, elle serait restée silencieuse dans la voiture officielle qui la ramenait au palais. Son attitude aurait pu être interprétée comme de l'indifférence. Elle traduisait plutôt une phase d'analyse. Anne aurait repassé mentalement les mots employés par Laura, le moment choisi pour intervenir et la position des journalistes dans la salle. Un détail la préoccupait particulièrement. Laura avait évoqué un audit dont l'existence était censée rester confidentielle. Comment pouvait-elle en connaître l'existence? Cette question représentait peut-être la véritable menace, car si des informations sensibles avaient quitté les cercles les plus fermés de l'administration royale, le problème ne concernait plus simplement la famille de Camilla. Il impliquait potentiellement une fuite située au cœur même du palais. Anne aurait alors commencé à reconstituer mentalement la liste des personnes informées de l'audit. Elles étaient peu nombreuses, trop peu nombreuses pour qu'une telle information puisse circuler par hasard. C'est à ce moment que la confrontation publique aurait cessé d'être, à ses yeux, un scandale médiatique. Elle devenait une affaire de sécurité institutionnelle. Et pendant qu'Anne examinait les premiers indices, une autre personne recevait les images de l'incident. Le prince William. Lorsqu'il aurait vu les séquences non montées montrant Laura face à la princesse royale, il aurait compris que la crise ne pouvait plus être traitée comme une simple querelle familiale. Pour lui, la question serait désormais beaucoup plus vaste. Qui, à l'intérieur du système royal, avait permis que cette scène se produise? Et surtout, jusqu'où remontait réellement le réseau d'influence qui venait d'être exposé au grand jour? Et surtout, jusqu'où remontait réellement le réseau d'influence qui venait d'être exposé au grand jour? C'est précisément cette question qui aurait dominé les heures suivantes au palais. Selon le récit, le prince William aurait appris l'incident alors qu'il participait à une conférence téléphonique de haut niveau. Informé de la confrontation entre Laura Lopez et la princesse Anne, il aurait interrompu l'échange presque immédiatement et demandé à son chef de cabinet d'obtenir les images brutes de la scène. Ce détail est loin d'être anodin. William ne voulait pas seulement lire un compte rendu rédigé par des collaborateurs, ni regarder les séquences déjà sélectionnées par les médias. Il voulait voir l'intégralité de l'incident, sans montage, sans commentaire et sans interprétation extérieure. Car dans une crise de cette nature, quelques secondes peuvent complètement modifier la perception d'une scène. La position des personnes présentes, le ton employé, les réactions du public, le comportement des agents de sécurité, chaque détail pouvait devenir un indice. Lorsque les images lui auraient finalement été présentées, l'atmosphère dans son bureau aurait changé immédiatement. Le prince aurait observé attentivement la posture de Laura, la réaction de la foule et surtout l'apparente préparation entourant la confrontation. À ses yeux, l'affaire dépassait désormais largement le cadre d'une dispute entre deux femmes liées, directement ou indirectement, à la famille royale. Elle révélait peut-être l'existence d'un problème structurel. Comment une personne dont la présence n'était pas prévue avait-elle pu approcher aussi facilement l'un des membres les plus expérimentés de la monarchie? Qui avait autorisé son entrée? Et pourquoi cet accès avait-il été accordé précisément le jour où plusieurs journalistes et photographes étaient présents?
William aurait alors convoqué plusieurs responsables dans une salle de réunion sécurisée. Selon le document source, 5 hauts collaborateurs auraient été installés autour d'une longue table lorsque le prince serait entré, toujours vêtu de son manteau. Sans perdre de temps, il aurait projeté les images de l'incident sur un grand écran. Il les aurait laissés défiler en silence. À la fin de la séquence, William n'aurait pas demandé ce que chacun pensait de la réaction de Laura. Sa première question aurait été beaucoup plus directe. Pourquoi cette femme avait-elle pu franchir le dispositif de sécurité? Le responsable concerné aurait commencé à fournir une explication administrative, évoquant une invitation tardive délivrée par une branche régionale. William l'aurait interrompu. Il ne voulait pas une justification générale. Il voulait un nom. Cette réaction constitue un tournant essentiel dans la narration. Jusqu'à cet instant, le palais pouvait encore traiter l'affaire comme une erreur de procédure. Mais William aurait refusé cette lecture. Pour lui, lorsqu'un protocole particulièrement strict est contourné à quelques mètres d'un membre senior de la famille royale, la question n'est plus seulement de savoir si une erreur a été commise. Il faut déterminer qui avait intérêt à ce qu'elle soit commise. Les premières recherches auraient montré que l'autorisation provenait effectivement d'un responsable régional. Mais les enquêteurs internes auraient rapidement découvert que celui-ci avait subi des pressions pour faire ajouter le nom de Laura à la liste. La question devenait alors beaucoup plus sensible. Qui avait exercé cette pression? Selon le récit, les vérifications auraient conduit vers un cadre intermédiaire du palais disposant de relations personnelles avec un membre de la maison de Camilla. La connexion était suffisamment étroite pour inquiéter immédiatement William. Ce responsable aurait été retiré de ses fonctions et escorté hors des locaux dans un délai très court. À travers cette décision spectaculaire, le prince cherchait manifestement à envoyer un message. Il ne voulait plus tolérer de zone grise. Dans l'univers monarchique, où les réseaux personnels peuvent se superposer aux structures administratives, la frontière entre fidélité familiale et loyauté institutionnelle peut parfois devenir extrêmement floue. Le récit décrit précisément William comme déterminé à rétablir cette frontière. Depuis plusieurs semaines, il aurait déjà tenté de réduire l'influence de certains membres du personnel jugé trop proche des intérêts privés de l'entourage de Camilla. L'incident du Royal Horticultural Hall lui aurait fourni la preuve que le problème était peut-être plus profond qu'il ne l'imaginait. Mais pendant que William avançait sur le terrain administratif, Anne aurait suivi sa propre méthode. De retour au palais, la princesse royale aurait refusé de réagir publiquement à ce qui venait de se produire. Elle aurait demandé à recevoir la liste complète des invités, les horaires d'accès et les documents relatifs à la sécurité de l'événement. Elle aurait également repris les mots exacts employés par Laura. Un élément revenait sans cesse. L'audit. Comment Laura avait-elle obtenu des informations sur une procédure supposément confidentielle? Anne aurait alors commencé à vérifier les documents qu'elle conservait concernant la gestion de plusieurs propriétés et structures liées aux domaines royaux. Le texte affirme qu'elle aurait découvert un schéma troublant. Au fil des mois, plusieurs personnes proches de l'entourage de Camilla auraient progressivement obtenu des positions administratives ou consultatives susceptibles de leur donner accès à des informations stratégiques. Pris séparément, chacun de ces mouvements pouvait paraître anodin. Mais une fois réunis, ils formaient une image différente. Pour Anne, il ne s'agissait peut-être plus d'une série de nominations isolées. Il pouvait s'agir d'une tentative lente d'étendre une influence personnelle sur des structures qui, selon elle, devaient rester strictement institutionnelles. Cette hypothèse
aurait profondément renforcé ses soupçons. La princesse royale aurait compris que l'enjeu ne concernait pas seulement quelques invitations, quelques avantages ou l'accès à certains domaines. Il s'agissait de savoir qui contrôlait réellement les flux d'informations, les décisions financières et les nominations internes. En d'autres termes, le véritable conflit concernait le pouvoir. Le document affirme qu'Anne aurait alors décidé de remonter la piste des communications liées à l'audit. Elle aurait demandé qu'un examen soit réalisé sur certains échanges électroniques afin de déterminer si des informations confidentielles avaient quitté le cercle restreint des responsables autorisés. Si une fuite existait, elle devait laisser une trace. Au même moment, l'équipe de William aurait découvert un autre élément préoccupant. Plusieurs communications urgentes entre Camilla et un cabinet juridique auraient coïncidé avec des étapes importantes de l'examen financier. Il est essentiel ici de rester prudent. Une personne faisant appel à des avocats ne constitue pas une preuve de faute. Dans toute situation impliquant des intérêts patrimoniaux ou institutionnels complexes, consulter des juristes peut être parfaitement normal. Mais dans le récit, la synchronisation de ces échanges avec l'audit alimente l'impression d'une mobilisation défensive. William aurait alors demandé à ses conseillers de vérifier plusieurs structures financières, notamment certains trusts et certains titres associés à des propriétés royales. Son objectif aurait été de comprendre si des engagements financiers, des dettes ou des transferts avaient été dissimulés derrière des montages suffisamment complexes pour échapper aux contrôles ordinaires. La réponse de ses conseillers aurait été prudente. Certaines structures se trouvaient hors du contrôle direct du palais et toute intervention trop rapide pouvait déclencher une bataille juridique majeure. William se serait donc retrouvé face à un choix difficile. Agir trop vite risquait de provoquer un scandale public. Attendre risquait de permettre à ses adversaires de déplacer des actifs, de préparer leur défense ou d'organiser de nouvelles fuites. Il aurait finalement choisi une troisième voie, la containment strategy. Pendant 48 heures, aucune information ne devait sortir. Aucun collaborateur n'était autorisé à parler à la presse, même sous couvert d'anonymat. Tous les documents sensibles devaient être sécurisés. Toute communication non autorisée serait examinée. Cette décision montre que William aurait compris une réalité fondamentale des crises modernes. Celui qui contrôle le récit contrôle une partie du conflit. Il ne suffisait plus d'établir les faits. Il fallait également empêcher que l'autre camp impose sa propre version avant que l'enquête interne soit terminée. Le prince aurait ensuite appelé le roi. Cette conversation aurait constitué l'un des moments les plus sensibles de toute la crise. William ne lui demandait plus simplement de soutenir une enquête. Il lui demandait de choisir entre la protection des intérêts institutionnels de la couronne et la défense de personnes directement liées à son épouse. Selon le récit, Charles aurait écouté longuement avant de donner son accord à William pour poursuivre les mesures nécessaires. Ce soutien modifiait complètement l'équilibre des forces. Tant que le roi restait hésitant, les différents groupes pouvaient encore espérer négocier. Mais dès lors que William pouvait agir avec l'autorité du souverain, l'enquête interne prenait une toute autre dimension. Pour la première fois, les proches de Camilla se retrouvaient confrontés non plus à une simple opposition personnelle, mais à la puissance administrative de l'institution elle-même. Et c'est précisément à ce moment que les premières conséquences concrètes auraient commencé à apparaître. Des accès auraient été supprimés. Des comptes auraient été examinés. Des bureaux auraient reçu l'ordre de préparer le départ de certains collaborateurs.
Ce qui avait commencé par une confrontation de quelques minutes dans une salle d'exposition devenait une opération de nettoyage interne. Mais William savait qu'une dernière étape restait encore à franchir. Pour fermer définitivement les portes de l'institution au réseau qu'il considérait comme problématique, il lui fallait un acte officiel, un document portant l'autorité du roi. Une décision qui ne pourrait plus être interprétée comme une simple vengeance personnelle. Et cette décision allait placer Charles face au choix le plus douloureux de toute cette affaire. Protéger la stabilité de la couronne, même si cela signifiait couper brutalement les liens institutionnels avec la famille de Camilla. Et cette décision allait placer Charles face au choix le plus douloureux de toute cette affaire. Protéger la stabilité de la couronne, même si cela signifiait couper brutalement les liens institutionnels avec la famille de Camilla. Selon le récit, cette étape décisive aurait eu lieu quelques jours plus tard, dans une atmosphère bien différente de celle du Royal Horticultural Hall. Il n'était plus question de Chris, de photographes ou de journalistes. Le conflit avait quitté le terrain public pour entrer dans celui, beaucoup plus froid, des procédures officielles. Dans une salle du palais, William aurait présenté au roi un document formel destiné à redéfinir immédiatement les rapports entre la maison royale et certains membres de la famille de Camilla. Le texte décrit un décret particulièrement sévère. Les personnes visées auraient perdu leur accès privilégié à certains événements, aux structures administratives du palais et à des dispositifs financiers liés aux domaines royaux. Leur présence dans certains espaces institutionnels aurait également été suspendue, tandis que plusieurs relations informelles, jusque-là tolérées, auraient été interrompues. En apparence, il s'agissait d'une mesure administrative. En réalité, dans la logique du récit, c'était une rupture politique, car la monarchie fonctionne aussi à travers des symboles, des invitations, des accès et des signes de proximité. Être autorisé à participer à certains événements ou à fréquenter certains espaces peut signifier bien davantage qu'un simple privilège logistique. Cela signifie appartenir au cercle. Le décret aurait donc eu pour effet de redessiner brutalement ce cercle. William aurait voulu établir une frontière nette entre la famille privée de Camilla et l'institution monarchique. Autrement dit, les liens personnels avec la reine ne devaient plus automatiquement se traduire par une influence, une visibilité ou des avantages dans l'appareil royal. Cette distinction était au cœur de toute sa stratégie. Selon le document, Charles aurait lu le texte avant de le signer presque sans commentaire. Cette image est particulièrement forte. Le roi ne serait pas présenté comme un homme triomphant, mais comme un souverain fatigué, contraint de prendre une décision susceptible de fragiliser ses relations personnelles afin de défendre la continuité de l'institution. C'est précisément là que le conflit prend une dimension plus profonde. Charles n'aurait pas seulement signé contre certains intérêts liés à l'entourage de Camilla. Il aurait accepté le principe selon lequel la couronne devait désormais être protégée même lorsque cette protection impliquait des sacrifices familiaux. Pour William, cette signature aurait représenté une victoire majeure. Elle lui donnait l'autorité qu'il recherchait depuis le début de la crise. À partir de cet instant, toute mesure de contrôle pouvait être présentée non plus comme l'initiative d'un héritier ambitieux, mais comme l'application d'une décision approuvée par le souverain. Cette différence était essentielle. Elle transformait une confrontation de personnes en politique institutionnelle. Mais pendant que William consolidait son contrôle à Buckingham Palace, la situation aurait pris une tournure beaucoup plus sombre du côté de Laura Lopes et de son frère.
Le récit affirme que leurs finances personnelles auraient commencé à faire l'objet de vérifications plus strictes. Des banques auraient demandé des justificatifs concernant certains transferts dépassant un seuil déterminé. Des documents complémentaires auraient été réclamés. Certaines structures financières jusque-là discrètes auraient soudain attiré l'attention. Il faut là encore rester extrêmement prudent. Le document ne fournit pas d'éléments indépendants permettant de confirmer l'existence de ces procédures financières. Mais dans sa construction narrative, ces mesures montrent que l'audit interne aurait dépassé le cadre purement administratif pour atteindre les intérêts privés des personnes concernées. Laura, selon le récit, se serait retrouvée entourée de cartons, préparant son départ de certains bureaux ou propriétés associés à la sphère royale. L'image est symboliquement puissante. Quelques jours auparavant, elle avait voulu confronter publiquement Anne pour défendre ce qu'elle considérait comme les droits de sa famille. Désormais, cette intervention semblait avoir accéléré précisément ce qu'elle cherchait à empêcher. Plus elle s'était exposée, plus William avait obtenu de raisons de durcir sa réponse. Cette dynamique illustre un phénomène bien connu dans les crises de pouvoir. Lorsque la stratégie d'un camp échoue publiquement, elle peut offrir à l'adversaire un avantage moral et institutionnel considérable. Laura aurait alors commencé à s'interroger sur l'attitude de sa mère. Pourquoi Camilla ne faisait-elle rien? Pourquoi n'appelait-elle pas le roi? Pourquoi ne cherchait-elle pas à négocier directement avec William? Pendant un temps, son silence aurait été perçu comme un abandon. Mais un courrier envoyé par un avocat proche de Camilla aurait changé cette interprétation. Selon le récit, Laura et son frère auraient reçu des instructions très claires. Ne parler à personne, ne donner aucune interview, ne publier aucun commentaire et éviter toute nouvelle confrontation publique. Ce silence n'était donc peut-être pas de l'indifférence. Il pouvait être une stratégie de survie. Si des irrégularités financières étaient réellement examinées, toute déclaration imprudente pouvait devenir juridiquement dangereuse. Dans cette hypothèse, Camilla aurait compris avant ses enfants qu'il ne s'agissait plus seulement d'une bataille médiatique. Le conflit aurait potentiellement pris une dimension légale. Cette possibilité changeait tout. Tant que l'affaire restait au niveau des tensions familiales, une négociation discrète restait envisageable. Mais si des autorités extérieures, des auditeurs ou des juristes entraient dans le dossier, les marges de manœuvre devenaient beaucoup plus réduites. William aurait donc réussi à déplacer le conflit sur le terrain qui lui était le plus favorable, celui des règles, des documents et de la gouvernance. Camilla, de son côté, aurait choisi de disparaître temporairement de la scène. Lorsque le décret signé par le roi lui aurait été transmis, elle ne l'aurait ni contesté publiquement ni rejeté. Selon le texte, elle l'aurait accepté sans demander immédiatement de rencontre avec Charles. Ce silence aurait surpris le palais. Beaucoup s'attendaient à une réaction, une colère, une demande d'explication, une négociation, peut-être même une confrontation. Rien de tout cela ne se serait produit. Et c'est précisément ce silence qui rend la fin du récit si ambiguë. William pouvait croire qu'il avait remporté la bataille. Anne pouvait considérer que le protocole avait résisté. Charles avait choisi l'autorité institutionnelle, mais Camilla n'avait pas combattu. Elle s'était retirée. Or, dans les crises de pouvoir, une retraite n'est pas toujours une capitulation. Elle peut permettre de gagner du temps, d'éviter une erreur et de préparer une riposte sur un autre terrain. Camilla pouvait encore disposer d'alliés, de contacts, de conseillers juridiques et surtout d'un lien personnel unique avec le roi. L'influence institutionnelle de sa famille pouvait être réduite, mais son influence privée ne disparaissait pas nécessairement avec un décret. C'est là que la situation
devient particulièrement délicate pour William. En renforçant les règles, il pouvait protéger la monarchie. Mais en isolant brutalement certains proches de Camilla, il risquait également de créer un ressentiment durable au sein même de la famille royale. La question ne serait donc plus seulement de savoir qui avait gagné. Elle serait de savoir combien de temps cette victoire pouvait tenir. Anne, elle, aurait adopté une position différente. Pour la princesse royale, cette affaire aurait confirmé ce qu'elle soupçonnait depuis le début. La stabilité de la monarchie dépend moins des relations personnelles que de la capacité à maintenir des règles communes. Son attitude lors de la confrontation initiale prenait alors tout son sens. Elle n'avait pas cherché à battre Laura dans une dispute. Elle avait cherché à protéger le cadre. Et c'est précisément ce cadre que William tentait désormais de consolider. À travers cette crise, le prince de Galles apparaîtrait donc comme l'architecte d'une monarchie plus rigoureuse, moins tolérante envers les influences familiales, parallèles et davantage centrée sur la responsabilité administrative. Mais cette transformation aurait un prix. Plus William chercherait à institutionnaliser la couronne, plus il risquerait de réduire l'espace laissé aux compromis privés qui avaient permis, pendant des années, d'éviter certaines ruptures ouvertes. Le récit s'achève donc sur une victoire incomplète. William aurait repris le contrôle. Anne aurait résisté. Charles aurait signé. Laura aurait été marginalisée. Camilla aurait reculé. Mais aucun de ces éléments ne permettrait de conclure que le conflit était réellement terminé. Au contraire, le calme soudain pourrait être plus inquiétant encore que les cris du début. Car les crises les plus dangereuses ne sont pas toujours celles que l'on voit. Ce sont parfois celles qui continuent, silencieusement, derrière des portes closes, à travers des avocats, des alliances privées, des documents confidentiels et des négociations dont le public ne sait rien. Dans cette perspective, l'incident du Royal Horticultural Hall ne serait pas la fin d'une bataille. Il en aurait seulement révélé l'existence. Et si le récit dit vrai dans sa logique interne, William n'aurait pas simplement défendu Anne contre une humiliation publique. Il aurait engagé une restructuration beaucoup plus vaste de la monarchie, fondée sur une idée simple, mais explosive. Personne, même proche du souverain ou de la reine, ne devrait pouvoir placer ses intérêts personnels au-dessus de ceux de la couronne. Reste maintenant la question la plus importante. Camilla acceptera-t-elle durablement cette nouvelle réalité? Ou son silence n'est-il que le prélude à une contre-offensive plus discrète, plus juridique et potentiellement encore plus dangereuse pour l'équilibre du palais? Et c'est précisément sur cette interrogation que se referme, pour l'instant, cette crise aux conséquences encore difficiles à mesurer. Derrière les apparences, les sourires officiels et le silence soigneusement entretenu par le palais, le récit décrit une monarchie confrontée à une question fondamentale. Jusqu'où peut-on tolérer les intérêts privés lorsqu'ils commencent à menacer l'autorité de l'institution? William et Anne semblent avoir choisi la fermeté, tandis que Charles aurait accepté de placer la stabilité de la couronne au-dessus des équilibres familiaux. Mais le silence de Camilla laisse planer une incertitude qui pourrait encore réserver de nouveaux rebondissements. Cette affaire est-elle réellement terminée ou assistons-nous seulement au début d'une confrontation beaucoup plus profonde? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous souhaitez suivre nos prochaines analyses, nos décryptages et les nouvelles histoires consacrées à la famille royale, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle enquête.